Ouais, je sais, j'ai un style qui dépote, hein. Allez, aujourd'hui on va parler du GR20. Alors le GR20 déjà, pourquoi, comment GR tout simplement c'est pour décrire le mot grande randonnée. Donc il faut savoir qu'en France il y a plusieurs grandes randonnées qui vont sillonner notre super beau pays. Alors GR numéro 20 c'est pour le chemin qui va traverser la Corse. Alors il faut savoir que ça va traverser la Corse du nord au sud en partant de la ville de Conques, qui s'écrit Conca, jusqu'à la ville de Calenzane, qui s'écrit Calenzana. Mais bon les Corses ils prononcent pas les A à la fin des villes ni des O à la fin des mots, donc voilà, j'essaie de me la jouer à la Corse. Donc j'aimerais faire un petit retour d'expérience en tant qu'amateur de trek pour vous donner quelques petits conseils afin d'éviter des erreurs grossières qui pourraient en fait entraîner des désagréments une fois arrivé en Corse. Donc évidemment, moi je ne suis qu'un amateur de trek, je le redis encore, il y a des avis beaucoup plus, pertinents, des personnes beaucoup plus avisées que vous pouvez retrouver sur YouTube qui ont par exemple le diplôme de guide de montagne, je vous invite à aller voir leurs vidéos, mais c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue, évidemment, d'un amateur. Allez, c'est parti pour le premier conseil. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le GR20 est pas du tout considéré comme un trek facile. En fait, il est considéré comme le trek le plus dur de France. C'est même l'un des treks les plus durs d'Europe, hein. Il fait partie des 10 plus durs. Mais bon, il est à la portée quand même d'une personne comme moi, qui est pas plus sportif qu'un autre. C'est-à-dire que je fais 2 footings à la semaine, et puis un petit coup de piscine par-ci par-là. Donc on est parti à 5 potes, on l'a réalisé en 11 jours. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que normalement il est censé se faire en 16 jours. C'est donc un trek qui s'adresse pas aux débutants, pourquoi? Parce qu'en fait on va retrouver un relief très accidenté, hein. En haut de la montagne corse, quand t'es à 2000 mètres d'altitude, c'est l'équivalent de 3000 mètres dans les Alpes. Donc autant dire que c'est vraiment très accidenté. Moi je vous conseille de pas commencer tout de suite par ce trek, hein. De mon côté j'avais déjà quelques expériences sur le GR34 qui va traverser la Bretagne, et j'avais également fait une petite partie du GR10 l'année dernière dans les Pyrénées. Donc j'avais déjà pas mal en fait utilisé mon matos, j'étais plus ou moins habitué, on va dire, aux rudes conditions de randonnée, hein. Ça c'est pas trop rude, hein, non plus, mais dormir dans une tente, etc., ça peut ne pas forcément vous plaire. Donc moi je vous conseille déjà dans un premier temps, si jamais vous vous lancez sur GR20, et bien de faire un autre trek avant, pour voir si vous aimez, si ça vaut le coup d'investir dans du matériel un petit peu plus performant, parce que le matériel va être très important. On en parlera dans une autre vidéo. Allez, on est parti pour le deuxième. Alors tu me diras, quand est-ce qu'il faut partir sur le GR20? Eh bien, il y a des dates qu'il va falloir éviter, hein. Moi je te conseille surtout pas de partir fin mai, début juin, parce que des fois il y a encore des petites plaques de neige, voire même des grosses plaques de neige qui peuvent persister en fait en haut de la montagne corse, et ça peut tout simplement en fait arrêter ton voyage, hein. Il y a des mecs qui te le font comme ça, mais moi personnellement je sais pas utiliser des piolets, encore moins des crochets et des chaussures à crampons, enfin voilà. Donc je vous conseille d'éviter justement la fin mai, début juin, parce que là il y a encore de la neige. Ce qui est mieux, c'est quand même d'aller fin juin quand la neige a disparu, début juillet, mais d'éviter fin juillet, début août. Donc vous me direz c'est une petite fenêtre, hein. Après voilà, c'est de mon expérience vécue, et c'est également ce que j'ai pu retenir en fait des différents randonneurs que j'ai pu voir sur le GR, hein, parce que certains le font sur plusieurs années, et à ce qui paraît en fait à partir du mois d'août tu vas avoir de très nombreux orages, et évidemment les sources sont à sec entre temps, c'est pas un orage qui va te permettre en fait de remplir ta source d'eau, donc des fois les abris, les refuges vont tout simplement être à court d'eau, et là ça devient vraiment compliqué ta randonnée pour le coup. Donc voilà, moi je vous dis la période idéale c'est fin juin, début juillet. Là franchement nous on s'est régalé, il faisait certes chaud, mais franchement ça l'a fait. Allez, on est parti pour le troisième conseil. Attends, on voit bien les trois doigts là? Ouais, c'est un peu flou là, l'appareil photo là, qu'est-ce que tu fais? Allez, troisième. Bah tout simplement, moi je trouve que partir à plusieurs, c'est quand même une force, c'est quand même une force mentale en plus. Enfin, moi personnellement, je serais jamais parti tout seul sur GR20, jamais j'aurais pu le faire. Au bout du troisième jour, moi j'avais envie de rentrer chez moi, de me bouffer un bon McDo et d'aller dormir. Mais non, vu qu'en fait on était à 5, il y avait les 4 pélos qui étaient avec moi, hein, que ce soit des filles ou des gars, c'est des potes, hein, des super bons potes. Et du coup, il y avait une force de groupe qui a fait qu'on a avancé, malgré les petites douleurs qu'on pouvait avoir, etc., malgré le froid par moment, parce qu'on s'est tapé un orage, voilà, bon bref, il y a eu des conditions un petit peu difficiles à un moment, et on a quand même avancé, et moi je trouve que vraiment la force du groupe fait que tu vas réussir ton GR20. Après, certains le font tout seul ou à deux, moi je trouve ça super, franchement, vous avez pas un mental de chips comme moi, vous craquez pas à n'importe quel moment, quoi. Donc franchement, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de faire à 4, 5, 6 grand max, 6 ça commence à faire nombreux quand même, mais déjà faut bien s'entourer, faut être sûr que les personnes avec qui vous partez sont sérieuses, ont préparé le GR20 de manière un petit peu sérieuse, hein, tout en pratiquant en fait du sport au fur et à mesure de l'année, et il faut qu'ils aient un équipement également correct, hein. Voilà, donc partir à plusieurs, moi je trouve ça vraiment pertinent au final. Et en plus c'est beaucoup plus drôle, hein. Franchement tu tapes des barres et tout, non franchement c'est cool. Allez, quatrième conseil. Donc comme je vous le disais, il y a une période
qui est plutôt propice pour réaliser ce GR20. On est parti donc fin juin début juillet, je me répète un petit peu, mais il faut savoir qu'il fait quand même très très chaud, hein. La température elle va être environ de 30 degrés entre midi et 16h. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'est très rocailleux là-bas, hein. Le GR20 franchement c'est que de la caillasse, du coup ça va taper toute la journée sur les rochers, ça va emmagasiner de la chaleur, va y avoir de la réverbération de chaleur. Bon je suis pas un scientifique, enfin bref t'as compris, la chaleur elle reste vraiment bloquée dans les sortes de petits canyons qu'on peut avoir dans les vallées etc. Et je te jure que le ressenti il est pas du tout de 30 degrés, en plus t'es dans ton effort physique, tu transpires de ouf. T'as la vue un peu brouillée à cause de la sueur, bon c'est pas très ragoûtant mais bon voilà c'est la vérité, mais en tout cas la chaleur elle est vraiment présente. Donc déjà comment l'éviter? Et bien tout simplement en partant tôt le matin, hein. Faut partir à la fraîche comme on dit, donc tu pars à la fraîche, c'est-à-dire que tu te réveilles à 4h du mat et à 5h du mat, allez hop 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 tu pars et là tu te tapes des levées de soleil mais c'est incroyable, non vraiment c'est incroyable, il y a des panoramas de ouf en fait sur le GR20 et du coup même rien que pour ça ça vaut le coup. Donc déjà pour éviter les grosses chaleurs tu fais ça, tu prends ta crème solaire, ça me paraît évident, et surtout moi je te conseille le petit chapeau, franchement c'est super parce que t'as la visière qui fait tout le tour, là comme ça tu vois, et c'est mieux qu'une casquette du coup, pas de coup de soleil sur le cou, pas de coup de soleil sur le nez parce que j'ai plus une péninsule qu'autre chose, hop la preuve, voilà, je sais pas trop si t'as vu que mon nez était plutôt proéminent quoi, mais en tout cas, moi c'est ce que je vous conseille de faire, hein, voilà, pour éviter les grosses chaleurs, et évidemment l'hydratation. Mais d'ailleurs, on va en parler dans le 5e conseil de cette hydratation. Eh bien, dans un premier temps, on va parler de la LiveStraw. La LiveStraw, bon, je pense que pas mal de gens la connaissent, hein, c'est une gourde filtrante. Moi je vous présente la LiveStraw, mais il y a plein de gourdes filtrantes, il y a même des pompes filtrantes. Donc moi ma LiveStraw c'est quoi? C'est une gourde flasque, voilà, souple, je veux dire une gourde flasque, n'importe quoi. Une gourde souple, voilà, avec un magnifique filtre qui se dévisse. Donc vous voyez, il y a un petit filtre avec du coton, etc. Enfin du coton plutôt des... Ouais, des fils de coton, si c'est ça, et en fait ça va te filtrer à peu près 99% des bactéries que tu peux trouver dans l'eau de source, hein. Moi je te conseille pas de la boire comme ça, sauf quand c'est vraiment dit que c'est potable, mais des fois quand tu marches, t'as pas forcément de source avec de l'eau, de l'eau en mouvement, c'est plus des sources stagnantes par moment, donc moi je te conseille vraiment de prendre ça quoi, et de surtout pas boire l'eau des fois, même dans les refuges, au niveau des cuisines, ouverte, à ce qui paraît elle est pas potable, du coup on a pris soin de la filtrer à chaque fois, on n'a jamais été malade. Alors deuxième outil hyper important, le Camelback. Alors le Camelback, donc comme vous voyez c'est très très souple, hein. Pour ceux qui connaissent pas en fait c'est tout simplement un système d'hydratation, hop hop hop, vous voyez il y a un tuyau, et là c'est le système en fait tout simplement pour, pour boire, hein. T'as juste à croquer en fait sur l'embout en caoutchouc, tu aspires, et c'est génial, en fait ça te permet en fait de stocker ton eau dans ton sac à dos et de pouvoir boire comme ça, tu vois, c'est super. Après, il faut vérifier que ton sac à dos de randonnée, il est bien compatible avec un système d'hydratation. Parce qu'il faut bien une petite poche pour passer le tuyau, ensuite tu le raccordes à ta bretelle, hop, ça passe sur le côté, et là, franchement, c'est trop bien, quoi. Tu bois tes 2 litres, parce que là, j'ai une poche de 2 litres, tu bois tes 2 litres hyper facilement, pas besoin de t'arrêter tout le temps, demander à ton pote de sortir ta gourde, de remettre ta gourde, etc. Ça t'enlève des galères pas possible. Néanmoins, ça reste très fragile. Moi, je vous conseille de vraiment varier les compartiments d'eau, notamment si vous partez avec juste un Camelback de 3 litres, c'est une super mauvaise idée. Si vous percez, vous êtes foutu, hein, concrètement. C'est pour ça, moi, je suis parti avec un Camelback de seulement 2 litres, et j'avais j'avais 625 ml avec la gourde filtrante. Bon allez, on va passer au 6e conseil. On est parti sur 11 jours, on avait prévu de faire le GR20 sur 11 jours, on est parti avec 5 lyophilisés par personne dans le sac, des lyophilisés vraiment plutôt bons en plus, mais c'est vrai que bon, t'as un peu faim après, donc du coup on s'était rajouté pas mal de barres, protéinées, sucrées, etc. Moi j'étais parti avec une vingtaine de barres, ça faisait 500 grammes, ça n'a pas du tout tenu les 11 jours, j'ai tout bouffé en 4 jours, voilà. J'ai un peu honte, mais j'étais un vrai goulaf, j'ai tout le temps faim. Donc partez avec plus de barres de céréales, parce que ça coûte extrêmement cher, hein, la nourriture au niveau des refuges. Hein. Mais en tout cas, niveau nourriture, on était parti avec ces 5 lyophilisés, plus un repas commun, que chaque personne portait. En fait, comme on était 5, il y avait 5 repas communs divisés dans chaque sac. Voilà. À refaire, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pris par exemple des lentilles et de la soupe, j'avais à peu près 600 grammes pour le repas commun, c'est énorme je trouve. Et au final, on l'a fait relativement tard dans le séjour, donc j'aurais voulu perdre ces 600 grammes avant tout le monde, mais bon, on s'est mal organisé. Et au final, je me suis tapé les 600 grammes longtemps, ma pote, elle s'est tapé ses 500 grammes encore plus longtemps que moi. Du coup, moi, si je vous conseillais quelque chose, c'est de prendre peut-être un 6e repas lyophilisé, mais de virer ce repas commun pour au final acheter directement en refuge, même si tu raques un max. Hein. Mais au moins, tu peux t'acheter des pâtes bolo, des pâtes pesto, là, franchement, le soir, t'es calé, t'es trop bien, quoi, vraiment. Du coup, moi, je vous conseille de vraiment pas partir avec de la bouffe, genre des conserves. Vous oubliez, c'est hyper lourd, ça prend de la place, c'est nul. Vérifiez bien les apports un petit peu protéinés, les kilocalories, hein, c'est important. Les fruits secs pour les encas, c'est génial, genre les dattes, les pruneaux, non pas les pruneaux parce que ça donne la chiasse quand même, mais les dattes, les abricots secs, les raisins, les cacahuètes non salées parce que sinon tu vas avoir soif, les amandes grillées, etc. Enfin tout ce qui est fruits secs, c'est génial. Voilà, donc c'était un petit, un retour d'aventure au final, un retour d'aventure.
Allez, on est parti pour le 7ème conseil. Alors, pour ce 7ème conseil, on va plutôt parler articulation, parce qu'en fait, la randonnée, ça fait extrêmement mal aux genoux, ça fait extrêmement mal aux talons, ça fait extrêmement mal aux jambes, hein, surtout, et notamment au dos, au niveau du sac à dos. Donc déjà, de 1, vous ne le chargez pas beaucoup, votre sac à dos, normalement, c'est 20% de votre poids total. Donc moi, je fais 60 kg, un peu plus. Normalement, je suis censé être chargé à hauteur de 12,5, 13 kg, là. Moi, je suis parti avec 15. Bon, c'est ce qu'il faut, mais pas plus, vraiment pas plus. On touche à la limite du vraiment désagréable. On a vu des mecs partir avec 20 kg, bon ok, c'était des marmules, les gars, mais... franchement, ça devient lourd. Ça devient très très lourd parce qu'au final, il faut être quand même agile hein, sur le GR20. Il y a des portions où il y a de l'escalade, etc. Il faudrait pas que ton sac, en fait, il te déséquilibre dans le ravin parce que tu tombes, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, faut pas partir trop lourd. Secondo, tu me prends des bâtons de marche, hein, parce que les bâtons de marche, en fait, ça va réduire jusqu'à 40% du poids de ton sac sur les genoux. Hein, donc les articulations, elles te disent amen, elles te disent merci. Parce que là, je suis revenu avec des douleurs de genoux, je te raconte pas mon pote. Hein, et pourtant, j'ai pris les bâtons de marche. Ensuite, si comme moi, vous avez des problèmes de tendon d'Achille, parce que je suis parti avec une tendinite achillienne, c'est hyper malin de partir faire le GR20 quand t'es blessé. Bah écoutez, vous achetez une talonnette en sorbotane que vous mettez dans votre chaussure, ça fait 7 mm à peu près d'épaisseur, et en fait, ça va permettre bien de tout simplement éviter de taper comme un couillon sur le talon, mais ça va plutôt adoucir. Donc c'est plutôt cool. Franchement, déjà les bâtons de marche et talonnettes en sorbotane, ça te permet de bien résister aux problèmes d'articulation, de tendons, etc. Donc voilà, ce sont des petites solutions déjà qui franchement évitent de passer un séjour super désagréable et super douloureux. 8ème conseil. Alors, la conséquence, enfin, la cause plutôt principale de l'arrêt de toute randonnée, c'est quoi ? Mais c'est les ampoules, mon pote. Les ampoules, ça fait extrêmement mal. Moi, j'en ai des comme ça, là, de la taille d'une balle de ping-pong sur mes talons. Et pourtant, je te jure, j'avais tout appliqué avant. J'avais, tout appliqué. J'avais fait mes chaussures, j'avais pris des compides et tout. Et franchement, j'ai tout fait pour éviter les ampoules. Donc, quels sont les conseils pour éviter les ampoules ? J'en ai eu que 2. Donc, franchement, sur 11 jours sur GR20, ça va, c'est honnête, moi. Mais déjà, conseil numéro 1, tu vas t'acheter une paire de chaussettes doubles chez Decathlon. C'est trop bien, regarde ça c'est jaune canari là, c'est parfait ça, on adore. Non en vrai l'extérieur va être gris-bleu, du coup elles sont plutôt jolies. Et en fait c'est une double couche, alors est-ce que tu peux faire, voilà, super là pareil. En fait t'as une double couche qui va éviter en fait que ton pied il frotte directement sur la chaussure. Non, va juste y avoir un frottement interne au niveau de la chaussette et du coup ça va être vraiment pas mal, ça va t'éviter d'avoir des frottements au niveau du pied. Ensuite secondo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand t'achètes des chaussures déjà, tu vas me les faire, tu vas dehors, tu vas faire au moins 100 bornes avec, 150 km quoi. Il faut vraiment former ta chaussure à ton pied parce que sinon là je te jure, tu vas en avoir des cloques. Ah non, elle est pas tombée au bon endroit, j'ai raté. Fais tes chaussures quoi, ne pars pas avec des chaussures neuves sur GR20, sinon franchement tu fonces dans le mur quoi. Vraiment, je te le dis. Troisièmement, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les ampoules ? Tu ne pars absolument pas avec des chaussettes humides. Si elles sont trempées, si elles sont qu'un tout petit peu humides, ça va majorer les frottements au niveau de ton pied et je te jure, tu vas douiller. Exemple typique, 3ème jour, on se tape un orage du turfu au niveau de la pointe des éboulis, j'ai l'impression qu'on va tous mourir. Non, j'exagère à peine, hein, mais vraiment, je vous jure, peur de ma vie. Et, mais c'était génial quand même. Hein. Et en fait, on descend, mais en l'espace d'1h30, de 2 heures, les premières ampoules arrivent parce que nos pieds étaient détrempés. Pour autant, j'ai des chaussures en Gore-Tex. C'est-à-dire que le Gore-Tex est hyper imperméable au niveau de ta chaussure, donc l'extérieur, l'eau à l'extérieur, elle ne rentre pas normalement. Mais bon, quand il pleut, tu sais, ça dégouline le long de tes jambes, etc. Ça rentre dans la chaussure. Qui dit truc imperméable dit que l'eau ne s'évacue pas. Et au final, bah, je suis descendu avec des chaussures qui étaient plus des piscines qu'autre chose. Hein. Et du coup, mes chaussettes étaient trempées pendant environ 2-3 heures. Oh, même plus. Et au final, j'ai eu mes ampoules à ce moment-là. Donc vraiment, l'humidité, c'est ton pire ennemi au niveau des ampoules. Et quatrièmement, si jamais tu commences à avoir des ampoules, il existe évidemment des pansements anti-frottement que tu appliques tout simplement sur ton pied. Alors il y a les compides hein, qui sont super connus, voilà, ça marche plutôt bien pour les gens. Moi, ça colle pas sur moi, je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi. Les compides, ça marche pas, du coup, il y a une sous-marque chez Carrefour, tu payes ça 3 fois moins cher et ça tient du feu de Dieu, c'est génial. Voilà en tout cas en ce qui concerne eh bien, nos ennemis les ampoules. Hein. Allez, 9ème conseil, bon, il va y avoir 2 petits conseils dans ce 9ème volet. Donc on continue un petit peu sur la continuité des ampoules, mais déjà prends-moi une paire de chaussures de confort, c'est ce que je faisais jamais au début de mes randonnées, tu vois, c'est pour dire mon niveau en tant qu'amateur du trek, pardon. Mais en gros, prends-moi des chaussures de confort, c'est-à-dire que t'as tes chaussures de randonnée toute la journée, prends-moi une paire de tongs. Les tongs c'est hyper léger, ça prend pas de place normalement, tu les fous à l'extérieur de ton sac, tu les ficelles, je sais pas, tu les accroches. Mais le soir, mais quel bonheur de mettre tes tongs là. Déjà tes ampoules, enfin, tu les sens pas et tes pieds ils respirent quoi, mais quelle odeur formidable quoi. Le fumet de pied là qui a passé à peu près 7 heures à macérer dans la transpi là, c'est... Non, j'arrête, c'est dégueulasse. Mais voilà, prenez des chaussures de confort et sinon le papier toilette, hyper important. Moi je l'ai pas fait pendant ma rando là sur le GR20, donc on s'est tapé l'orage, je l'avais pas mis dans un sac de congélation en plastique. Ouais, il a fini complètement humide et du coup pendant les 7 jours suivants je me suis torché avec des fougères. C'était plutôt pas mal. Non, c'est faux, mes potes m'ont prêté du PQ quand même.
c'est pas des chacals. Hein. Heureusement qu'on est parti à 5, hein, sinon franchement je sais pas comment j'allais faire. Mais voilà, sachez qu'un rouleau de PQ ça vaut 1€ pièce sur GR20. 1€ pièce le papier toilette, quoi, c'est abusé. Mais du coup, mettez-le vraiment dans un petit sachet congélation en plastique, et puis ce sera très étanche et ça permettra en fait de le garder au sec, notamment quand il y a la rosée du matin ou alors quand vous avez une averse. Hein. Allez, on part sur le 10e conseil. Alors, nouveau conseil, là on va plutôt parler, money. Faut savoir que les Corses ils aiment beaucoup le liquide, ils travaillent pas du tout avec la carte bancaire, hein, ils ont pas trop de TPE, notamment parce que ça capte pas là-haut, t'es à 1200, 1800 mètres d'altitude, grand max, à peu près à Petrapiana si je dis pas de bêtises. Et là-bas, ils captent pas, donc prends-moi du liquide, prends-moi 400 balles, 500 balles si tu veux vraiment être bien. En tant qu'étudiant, c'est chaud. 400-500 balles à sortir comme ça, c'est chaud franchement, t'as payé l'avion, t'as payé ton équipement, franchement ça fait un peu mal au fiac, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, faut partir avec 400-500 balles pour être vraiment pas mal, te payer ta pietra du soir, te payer ton petit fromage, ta petite charcute, tout ça, et franchement, tu fais comme pour le PQ, tu le mets dans un sachet congélation, ton argent, ton liquide, et tu le mets dans 2 ou 3 endroits différents. Pourquoi ? Déjà pour éviter les vols, hein. Je pense que toutes les personnes sur le GR20 ne sont pas bien intentionnées. On a fait des rencontres formidables, mais il y a bien un pélo sur les 1000 personnes qu'on a vues qui doit être un vieux rat, quoi, pour pas dire autre chose. Mais surtout parce qu'il y a des animaux sauvages qui peuvent en fait bouffer ton sac, hein, littéralement. Moi j'ai ma pote là, elle s'est fait bouffer son sac par le renard s'est barré avec un livre de 300 pages, hein, enfin même 400, non, franchement je sais pas combien de pages il faisait, mais c'était un parpaing le bordel, hein. Le renard il s'est barré avec ça, il s'achète cacahuètes, heureusement elle avait plus du tout de liquide sur elle, parce que c'était la pochette de l'argent en fait, normalement en plus. Donc heureusement il n'y avait pas d'argent, mais voilà, faut savoir qu'un renard ça peut être très vénal, ça te vole ta thune. Et dernier conseil, 11e conseil, hein, parce que 10 conseils ça paraît rond, tu vois, c'est un chiffre rond, mais bon on va partir sur 11 conseils. Évite de te surcharger, donc comme je disais 15 kg grand max, franchement quel que soit ton poids, bon après si tu fais 30 kg, va pas me porter un sac de 15 kg, mais après si tu fais 30 kg normalement, tu pars pas sur le GR20 parce que ça veut dire que t'as 12 ans, donc c'est un peu chaud quoi. Ou alors franchement félicitations. Mais voilà, faut pas se surcharger, éviter de prendre du déodorant, éviter de prendre votre rasoir et votre mousse à raser par exemple pour les gars, et les filles, pas besoin d'emmener votre démêlant et un autre shampoing, hein, ça sert à rien, tu prends juste un shampoing. Non, en fait à la limite tu peux même aller chez Decathlon comme moi, t'achètes un tout petit flacon de savon qui fait la lessive, la vaisselle, ton corps, du coup c'est trop bien, en plus ça sent le pain, donc t'as une odeur un peu naturelle, c'est super agréable moi je trouve, et je suppose, mais je suis pas sûr, ça par contre vraiment prenez avec des grosses pincettes ce truc, je pense que l'odeur de pain a chassé pas mal les moustiques pendant le GR20, parce que j'ai été celui qui a été le moins piqué par les moustiques. Voilà, il y en a quelques-uns, sachez-le, hein. Il y a des zones assez humides, et du coup les moustiques ils sont tous là en colonie, et genre, ouais, ils kiffent ton sang quoi, c'est génial quoi. En tout cas voilà, j'espère que ces petits conseils en tant que amateur de trek vous semblent pertinents, j'espère que ça vous évitera de faire des erreurs. Si vous vous lancez sur le GR20, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à quelle période vous comptez le faire, si c'est dans 1 an, dans 2 ans, si vous êtes des fous et que vous le faites en 3 jours, si vous êtes sportif, méga sportif, que vous le faites en 5 ou 7 jours, si vous êtes comme moi plutôt, on va dire tranquillou, tu le fais en 10-11 jours quoi, et si vraiment vous voulez prendre votre temps, que vous allez dans les refuges, vous le faites en 16 jours quoi. Voilà, en tout cas indiquez-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et puis un petit abonnement ça fait toujours plaisir. Allez sur ce, moi je vous dis à plus.